Bonjour, je suis Marie Dosé, je suis avocate pénaliste et j'ai accepté de réagir aux archives de l'INA. Bonjour Marie Dosé. Bonjour. On va parcourir ensemble les archives de l'INA. Alors on va commencer avec votre première télé. Vous avez 29 ans, vous exercez depuis seulement 2 ans et pourtant vous avez un aplomb incroyable face au procureur de Paris. Le plaidé coupable me révolte parce que j'ai pas prêté serment il y a 3 ans pour ça. J'ai prêté serment pour défendre les gens. J'ai pas prêté serment pour demander l'indulgence à mon adversaire qui est le parquet. Et je ne comprends pas très bien dans cette logique où on nous assène depuis plusieurs mois que la seule façon de lutter contre la délinquance est d'imposer des valeurs républicaines. On va amener un prévenu à négocier sa peine. Je comprends pas ça. J'ai besoin d'une justice avec un J majuscule, j'ai pas besoin d'une négociation. Oui, j'avais complètement oublié. En ma qualité d'avocate, oui, c'était ma première télévision. Et je crois que je n'avais pas tout à fait conscience de ceux qui m'entouraient. Je pense que c'était pas une forme de naïveté, mais j'étais vraiment tellement contre ce qui était en train de se passer que je me concentrais sur cela. Mais je me moquais un peu des interlocuteurs. En tout cas, c'est pas eux qui me faisaient peur, oui, c'est vrai. Alors on va maintenant évoquer une cause que vous défendez contre certains politiques, justement. On parle du rapatriement des enfants et des femmes de djihadistes. Bonjour. Vous êtes française? Oui. Vous êtes d'où? De Paris. Vous avez combien d'enfants? 2. Et leur papa? Et Et vous, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? oui, je vais regarder sur l'élection. Ça, je sais que c'est un peu difficile. Vous avez... Ça va passer par la casse prison. Vous avez ça parce qu'en France, ils vont vous regarder comme des terroristes. Moi, j'arrive. Elle dit avoir 25 ans. D'ici quelques heures, S'il vous plaît, la caméra. elle sera interrogée par les services de renseignement américains et français, puis transférée dans un camp, avec ses 2 fillettes. Si on m'avait dit il y a 20 ans, 21 ans, 22 ans maintenant, si on m'avait dit que j'allais passer 3 ans, 4 ans, 5 ans à multiplier les procédures pour obtenir le rapatriement d'enfants qui tous, au moment où ils rentrent dans ces camps, ont moins de 6 ans, dans leur pays, c'est-à-dire la France, pays des droits de l'homme, je l'aurais pas cru. Parce qu'aujourd'hui, vous considérez que le gouvernement fait son devoir. Non, il n'a pas fini de le faire en tout cas, il a commencé à le faire, mais il a attendu 4 ans, 5 ans pour le faire, et il se trouve que 4 années, 5 années, c'est le temps de l'enfance. Et ça va être très compliqué d'expliquer à ces gamins, quand ils auront 15 ans, 16 ans, que la France a préféré les voir périr, souffrir, agonir dans des camps sordides, plutôt que de les voir rentrer. C'est tout ça la difficulté. La France a attendu d'être condamnée par le Comité des droits de l'enfant, par la Cour européenne, par le Comité contre la torture des Nations Unies, pour enfin évoluer dans sa doctrine. Et très sincèrement, moi, je ne pensais pas une seconde que notre pays en était arrivé là. Tout à l'heure, dans ce que vous avez montré, vous avez appelé ces enfants les enfants de djihadistes. Je peux plus entendre ça. On n'a pas appelé les enfants des collaborateurs entre 42 et 45 les enfants de collabos. Et puis surtout, ce ne sont pas des enfants de djihadistes. D'abord, ce sont des enfants. Et s'il faut les appeler, appelons-les les enfants des camps. Ces enfants sont rentrés dans les camps. Les 2 tiers avaient entre 2 et 3 ans. Certains y sont nés. Tous les autres avaient moins de 6 ans. Leur souvenir de la Syrie, ce sont les camps, c'est pas Daesh. Et les camps, c'est l'histoire d'une France qui les laisse là-bas et qui refuse de les rapatrier. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire œuvre de pédagogie. Et moi, j'ai fait œuvre de pédagogie pendant 4 ou 5 ans. Il y a 5 ans, quand je parlais de ce sujet, on recevait au cabinet 10 menaces de mort par jour. Aujourd'hui, je reçois 10 à 15 demandes de stage. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'est l'opinion publique, mais en tout cas, une certaine frange de la société est révoltée, a évolué, considère que ce qui est en train de se faire ne sert qu'à fabriquer de la défiance et le terrorisme de demain. Alors on va vous montrer maintenant une archive exceptionnelle, puisqu'il s'agit du premier procès filmé en France. Ça se passe en 1987 et c'était sur Antenne 2. Voici procédé de ses gardes. Klaus Barbie. Il faisait régner la terreur. Aujourd'hui, la justice lui demande des comptes. Veuillez vous asseoir, monsieur l'accusé. La justice, celle du code pénal. Oui. Alors c'est un peu compliqué pour moi cette image parce que je dois avoir 12 ou 13 ans, je m'en souviens très bien. Et j'ai laissé échapper, en regardant cette image, celle-là, ouais, tout particulièrement celle-là.
j'ai laissé échapper une mine ou je ne sais pas, ou un son de désolation et de pitié. Et je me souviens de la réaction de mon père, qui a été furieux. Et c'est vrai que j'ai vu cette image d'un grand-père. J'étais très attachée à mon grand-père et j'ai vu un grand-père me noter, qui avançait. Et vraiment, mon père était très en colère. Et en tout cas, ces images terribles des camps, mon père me les a montrées à ce moment-là, en réponse à ma réaction. Ça n'a pas guéri mon premier réflexe de pitié. Aujourd'hui, je n'ai aucune pitié pour Klaus Barbie qui a été jugé. J'ai pas de difficulté. Je veux juste expliquer ce qu'une gamine de 12 ans peut comprendre d'une image quand elle n'a pas l'outil historique, juridique et politique de ce qui se passe. Opposer une violence à une autre violence, ça fonctionne pas en fait. Donc j'ai été évidemment broyée par les images des camps qui m'ont toujours poursuivi, qui me poursuivent encore et qui poursuivent tous ceux qui ont pu les visionner, parce qu'on ne s'en remet pas. Mais la gamine que j'étais ne comprenait pas que ces images-là allaient m'aider, non pas à supporter, mais presque à me réjouir d'un homme vieux me noter. Et ça, c'était compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que cet exercice pédagogique était censé amener. Vous défendez le droit à l'oubli pour les personnes qui ont purgé leur peine. Quand il s'agit de personnalités médiatiques, le sujet peut être explosif. À chaque concert, à chaque ville où il est programmé, Bertrand Cantat suscite la polémique. À Grenoble, l'artiste doit se produire à la Belle Électrique les 13 et 14 mars prochains. Un choix qui n'est pas du goût de tous. On aimerait que le maire de notre ville dise qu'il désapprouve. D'autres maires l'ont fait. Que lui-même, bien sûr, évidemment, n'ira pas à ce concert. Condamné en 2004 pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant et libéré en 2007, l'ex-chanteur de Noir Désir est en tournée actuellement. Un choix de programmation artistique, uniquement artistique, explique la salle de concert grenobloise. Nous sommes dans une société où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne vous dis pas que j'ai envie d'aller voir Bertrand Cantat au concert. Je ne vous dis pas que j'ai envie d'aller le voir au théâtre. On est allé quand même jusqu'à jeter de la peinture rouge sur des gens qui allaient voir cet artiste en hurlant le sang de Marie au prétexte qu'ils devenaient les complices du crime pour lequel Bertrand Cantat avait purgé sa peine. C'est ça, moi, qui me gêne le plus en réalité. La peine, elle a été purgée. Si on veut parler de bannissement, prononçons les mots. Nous souhaitons, après l'exécution d'une peine pénale, qu'un artiste soit banni et qu'il soit interdit de chanter, de jouer, qu'il n'existe plus. Nous souhaitons sa mort sociale, ou en tout cas sa mort artistique. Mais ça nous ramène en des temps très très peu rassurants, tout ça. Moi, je défends pas le droit à l'oubli. Le mal qui a été fait, il s'oublie pas. J'en sais quelque chose, je défends pas que des accusés, vous savez, je défends beaucoup de victimes, beaucoup de parties civiles. Et je leur dis, vous n'oublierez jamais ce qui a été fait. Vous ne l'oublierez pas. Mais on va essayer de le ranger quelque part, pour que ça se réveille le moins possible. On va vous montrer maintenant un fait divers historique qui a passionné la France, et qui vous a passionné, vous aussi. Depuis le 16 octobre 1984, cette vallée humide des Vosges est le théâtre d'une énigme. Qui a tué le petit Grégory ? Les lettres d'un corbeau mènent tout d'abord les enquêteurs vers le cousin de Jean-Marie Villemain. Bernard Laroche est écroué après le témoignage accablant de sa belle-sœur. Villemain, Laroche, les journalistes se passionnent pour cette guerre des clans. Premier d'une longue série de rebondissements, la belle-sœur de Bernard Laroche se rétracte. Il y a un gendarme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Montré du doigt, le juge Lambert accusé de ne privilégier qu'une seule thèse et les gendarmes trop proches de la presse. On en est exactement au même point qu'à midi et que hier et qu'il y a 2 jours, malheureusement. Et si jamais vous pouvez nous aider, ça sera bien accueilli. L'aide des journalistes aura des effets désastreux sur l'enquête. À la libération de Bernard Laroche, les soupçons du juge glissent vers Christine Villemain. Mais pour son mari, il n'y a aucun doute. C'est lui. Il faudra 8 ans à la justice pour finalement innocenter la mère de Grégory et reconnaître, entre autres erreurs, son impuissance à trouver la vérité. Jean-Marie Villemain, lui, a purgé sa peine de 34 mois de détention. Ouais, quel fiasco, hein. Quelle honte. Quelle honte médiatique,
judiciaire, sociétale. C'est une affaire qui m'a énormément marquée parce que je suis en Lorraine, là. Je suis petite. Et l'Est républicain ne parlait que de ça. Mais que de ça. Moi, j'ai le souvenir, mais de toutes ces images, de toutes ces unes de Grégory Villemain, on en parlait à l'école. Mais c'est pour vous dire, hein, j'étais persuadée, moi, que c'était mon oncle qui l'avait tué. Grégory Villemain. Parce qu'il ressemblait beaucoup au portrait robot, qu'il ressemblait à Bernard Laroche, que mon oncle habitait au Luxembourg, j'avais ouvert le tiroir, j'avais vu un pistolet. Tous les gamins étaient à la fois fascinés par ces faits divers et ne parlaient que de ça. Et puis après, avant de devenir avocate, j'ai lu le merveilleux livre de Laurence Lacour, qui m'a fait très très peur. Et puis ensuite, quand je suis devenue avocate, j'ai compris à quel point cette affaire avait été un fiasco, mais d'une indignité crasse. Et encore une fois, sur le rôle des journalistes, sur les magistrats qui ont été en dessous de tout, mais jusqu'à l'écrivaine que je chéris et que j'adore, Duras. Tout y est passé, quoi. Vraiment, il n'y a absolument rien à sauver dans cette affaire. Vous, Marie-Dosé, vous passez beaucoup de temps dans les prisons. On a trouvé beaucoup de reportages qui dénonçaient leurs conditions de vie, et on en a trouvé un intéressant en 1980, où la télévision nous montrait un autre visage des prisons françaises. Changement de décor et d'ambiance, c'est certainement l'illustration la plus frappante de l'évolution des prisons. Est-ce qu'il y a des choses que vous appréciez ici, par rapport à l'ancienne détention? Oui. Ici, on a l'eau chaude, on a la radio, en cellule. Dans les prisons rénovées, les détenus disposent d'un petit studio qu'ils peuvent aménager à leur guise. Ce confort relatif risque de choquer encore beaucoup de monde. Les détenus, en tout cas, s'y sont vite habitués, car pour eux, ça n'est pas l'essentiel. Quand je suis arrivé ici, dans cette nouvelle prison, j'ai trouvé le paradis en arrivant, parce que j'ai trouvé de la propreté, l'hygiène. Ou même, c'est ce que beaucoup de gens à l'extérieur appellent une prison de luxe. Oui. Moi, je vais en prison plusieurs fois par semaine et je n'ai jamais réussi à m'y habituer. J'avais 22 ans que je ne réussis pas à m'y habituer. Je ne réussis pas à m'habituer à marcher en faisant claquer mes talons de bottes pour être sûr que le rat ne soit pas au parloir avocat de la maison d'arrêt de Fresnes. Je ne m'habitue pas à voir tous ces cafards, à rencontrer ces détenus qui se grattent. J'ai attrapé la gale, moi, vous voyez, en détention, sans avoir été incarcérée. Rien qu'en passant du temps avec ceux que je défends, j'ai attrapé la gale. Bon. La peine, c'est une privation de liberté. C'est pas une violence d'État, c'est pas faire souffrir, c'est pas humilier, c'est pas un traitement inhumain et dégradant, c'est une privation de liberté. Les gens sont condamnés à 15 ans, 20 ans, 5 ans d'emprisonnement. Mais pas d'emprisonnement dans cet enfer-là. Parce qu'en plus, si la réponse à la violence, elle est la violence d'État, on s'en sortira jamais. Regardez le taux de récidive en France et comparez-le à ceux qui ont fait le choix de prisons intelligentes. On est malade en France, par exemple, de la détention provisoire. On est malade de la détention provisoire. C'est une maladie nationale. Près d'un tiers des personnes aujourd'hui incarcérées sont présumées innocentes, ne sont pas jugées. On va écouter maintenant un homme qui s'est beaucoup battu pour l'amélioration des conditions de vie des détenus. Mais dans cette archive de 1981, il parle d'un autre sujet, la perception du métier d'avocat. Je sens une hostilité que nous voyons tous les jours. Lequel d'entre nous n'a pas subi des injures? Lequel d'entre nous n'a pas été agressé, soit par téléphone, soit dans la rue, par des gens qui lui reprochaient de défendre tel ou tel? Parce que, à un certain niveau, les gens n'acceptent pas la défense. Et ce refus de la défense, c'est en fait un refus de la justice. Et là, nous dépassons même le cadre politique. Là où il n'y a pas de défense, là où il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juge. Oui, Henri Leclerc, pour moi, il représente énormément de choses. D'abord, c'est la première personne que j'ai vue plaider, à Nancy. Je ne savais pas qui il était. J'ai vraiment eu le sentiment, en l'écoutant, d'écouter un concerto. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et puis ensuite, quand je suis allée à Paris, j'ai travaillé dans son cabinet pendant quelques mois, le temps de ce qu'on appelait le stage des élèves avocats.
Et c'est quelqu'un que je n'ai jamais quitté. Voilà, j'ai un immense respect pour lui et au-delà de l'admiration, j'ai aussi une vraie affection. Et sur les propos d'Henri Leclerc, est-ce que il faut déplaire pour être avocat? Est-ce que c'est un exercice solitaire? Alors c'est un exercice solitaire ô combien, et tant mieux. Je pense effectivement que c'est un rapport entre soi et entre soi et les autres. Mais c'est quelque chose de très personnel qu'on construit. Donc oui, c'est un exercice très solitaire. Et déplaire, oui, évidemment. Si vous avez besoin d'être aimé, il faut surtout pas devenir avocat. Même si vous avez besoin d'être aimé par vos clients. Hein, il faut aimer défendre. Mais si vous avez vraiment besoin dans votre quotidien de vous sentir aimé et admiré, il faut faire tout sauf avocat pénaliste. C'est pas du tout là qu'il faut se ranger ou s'atteler à grandir. Vous vous destiniez peut-être à une autre carrière. Pour parler de votre passé, on va regarder ou plutôt écouter l'ORTF en 1969. À les voir ainsi, sagement assises côte à côte, on pourrait bien les prendre pour ce qu'elles sont. De jeunes filles de bonne famille, distillant Schubert à 4 mains. Cela pourrait être seulement cela. Or, c'est autre chose aussi. Car Katia et Marielle Labec, celles-là même que leurs amis appellent affectueusement les petites Labec, ne sont pas des velléitaires. Et il y a longtemps déjà qu'elles ont choisi de vivre par la musique et pour la musique, ensemble, lui sacrifiant tout ce qui fait pour les autres une jeunesse insouciante. Ah oui, alors ouais, ça faisait longtemps que je les avais pas vues. J'étais tellement admiratrice de ces deux sœurs. En plus, j'ai une sœur jumelle, donc forcément, alors qui n'était pas du tout pianiste. Hein. Alors je m'identifiais à l'une et à l'autre dans mes rêves de petite fille. Hein. Et mes parents m'ont emmené les voir à Bar-le-Duc, je m'en souviens encore. Et la réalité, c'est que je les ai pas vues. Parce que j'étais trop petite, je crois. Alors, soit j'étais face à un poteau, soit face à quelqu'un de très grand, je ne sais plus. Mais je me souviens, il est très gentil, il me disait « Ça va, ma pauvre, ça va, tu pendant le concert ?» Et je leur disais « Mais chut !» Rien de savoir que c'était elles qui jouaient, mais je les ai pas vues, même pas leurs cheveux. Je me souviens vraiment de ça. Mais de savoir que c'était elles qui jouaient, c'était merveilleux. Et qu'est-ce qui vous a empêché de devenir pianiste? Je suis tombée malade, j'ai eu une maladie des mains, qui est génétique et qui, heureusement, s'est déclarée à ce moment-là, parce que si elle s'était déclarée 30 ans plus tard, j'aurais été bien embêtée. Et donc, voilà, j'ai donc dû tout arrêter. Et je me souviens d'avoir pensé, bon, très bien, quel est le contraire de la musique, puisque la maladie choisie à ma place, c'est bien par défi. Je vais choisir le contraire de la musique, et je me suis dit, c'est la faculté de droit. Et sur ça, je voudrais juste dire une chose. J'ai toujours été stupéfaite par ce qu'on appelle aujourd'hui Parcoursup. Parce que moi, voyez-vous, si ça s'était appliqué à moi, j'aurais jamais été reçue dans aucune faculté de droit de France. Parce qu'après un bac musique et une année de conservatoire et de prof en école municipale, aucune faculté de droit n'aurait accepté que j'intègre la première année, quoi. Et je trouve ça compliqué de resserrer les destins à l'heure où personne ne sait qui il est. C'est l'heure de conclure l'émission, mais avant de se quitter, on va vous montrer 4 visages. On va vous demander de choisir celui qui va vous poser une question. Entre Jacques Chancel, Henri Chapier, Denise Glaser et Caroline Tresca. Je peux pas choisir quelqu'un d'autre que Jacques Chancel. Jacques Chancel berce tous mes étés. C'est-à-dire que je réécoute toutes les émissions de Jacques Chancel à la radio avec toutes celles et ceux qu'il a interviewés en marchant. Donc c'est évidemment lui, tous les étés. Et je fais ça depuis des années. Certains coups vous ont fait mal. Or, nous n'avons jamais vu une trace évidente sur votre visage de ces coups reçus. Êtes-vous insensible? Alors ceux qui me connaissent bien voient peut-être même un peu trop les traces des coups sur mon visage. Et j'ai toujours souffert d'une trop grande sensibilité. Bon, il paraît que c'est une richesse. Merci beaucoup Marie Dauzé d'avoir voyagé avec nous dans les archives de l'INA. Merci à vous, merci beaucoup.